Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique, du droit et encore du droit. Au programme de ce numéro, on va parler de l'utilisation de la voix et de l'image d'une célébrité. Ce sera dans quelques instants avec Stéphanie Fulgok, associée de Next Avocat. On parlera ensuite de l'ouvrage collectif sur la reconnaissance faciale avec la codirectrice de l'ouvrage, Anne Brunon-Hertz, qui est également professeure à l'université Panthéon-Assas. Et enfin, on parlera de la mise à disposition de locaux et de la sous-location avec Baptiste Roblin, associé chez Novelo Avocat. Voilà pour les titres. Lex Insight, c'est parti. On commence tout de suite ce Lex Inside. On va parler de l'utilisation de l'image et de la voix d'une célébrité décédée avec mon invité Stéphanie Fulgok, associée chez Next Avocat. Stéphanie, bonjour. Bonjour Arnaud. Nous allons voir ensemble l'utilisation de l'image et de la voix d'une célébrité décédée. Elle peut poser de nombreuses questions juridiques. Tout d'abord, quels sont les principaux enjeux juridiques liés à l'utilisation de l'image et de la voix d'une célébrité décédée? Alors déjà, en préalable, l'intelligence artificielle est une révolution. Du moins, on pressent que ça va être une révolution. Tout est assez nouveau et les chantiers juridiques sont nombreux. Donc les enjeux juridiques, ils sont multiples. Lorsqu'on se parle de la voix ou de l'image d'une personne, ce sont des attributs de sa personnalité. Quand c'est une célébrité, cette personne est connue, donc les enjeux sont différents. Il y a des sujets de liberté d'expression, de droit à la création, mais lorsque l'exploitation se fait à des fins commerciales, et surtout lorsque la personne est décédée, qui exerce ses droits? Bien sûr. Alors on voit que les enjeux sont nombreux. On va aborder maintenant le cadre juridique. Comment le droit actuel encadre-t-il l'utilisation posthume de l'image et de la voix d'une célébrité? Alors, au risque de vous décevoir, il ne l'encadre pas. La loi... Ça veut dire qu'il y a un vide juridique? Alors, il n'y a jamais de vide juridique parce que même lorsque la loi ou le droit écrit ne prévoit pas des dispositions spécifiques par rapport à une situation factuelle, on peut avoir confiance en nos juges. La jurisprudence crée le droit au gré des situations qui sont soumises aux juges et permet de mettre en balance les différents droits des uns et des autres. Donc pour une personne décédée, on pourra se baser sur l'état de la jurisprudence. D'accord. Et qu'est-ce que dit la jurisprudence? Eh bien, on peut se parler par exemple de l'utilisation d'un extrait d'un film dans lequel Lino Ventura, alors qu'il était décédé, a été détourné par une agence de publicité au profit d'une marque de voiture et faisait exprimer à Lino Ventura, l'acteur, une excitation particulière pour aller participer aux portes ouvertes de cette marque de voiture. Les producteurs du film avaient donné leur accord pour que cette exploitation de l'extrait du film soit utilisée, mais les ayants droit de l'acteur, Lino Ventura, eux, ont saisi le juge pour obtenir une indemnisation de cet usage qui avait été fait. Donc c'est typiquement le genre d'usage que l'intelligence artificielle permet de faire, détourner l'image et la voix d'une célébrité alors qu'elle est décédée. Ils ont obtenu gain de cause parce que Lino Ventura était un artiste-interprète et que l'interprétation d'un artiste-interprète est encadrée par le Code de la propriété intellectuelle et les héritiers peuvent exercer les droits de leur aïeul. Mais si Lino Ventura avait été une célébrité qui n'avait pas été un artiste-interprète, une personne politique ou qui est connue dans la société, il n'aurait pas eu ce support juridique du droit de la propriété intellectuelle. Alors, un autre point qui me semble intéressant, quelles sont les limites entre la protection des droits de la personnalité et la libre expression dans ce domaine? Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, l'intelligence artificielle permet de plein de choses. Alors, quelles sont les limites? Ça va toujours être une mise en balance de droits qui sont... Alors, les droits de la personnalité, la voix, l'image d'une personne, c'est une émanation de la jurisprudence basée sur le droit à la vie privée. D'accord. Le Code civil protège le droit à la vie privée et les juges ont considéré que ça s'étendait aux voix et à l'image des personnes. C'est un droit fondamental. Et par ailleurs, il y a effectivement cet autre droit fondamental qui est la liberté d'expression, dont la liberté de création est aussi une émanation. Donc,
droit à la vie privée contre liberté d'expression, il faut apprécier. Par exemple, on peut se parler de biopics. Il y a une dizaine d'années, il y a 2 biopics qui ont été faits sur la vie d'Yves Saint-Laurent. L'un était autorisé par les ayants droit, donc en l'occurrence Pierre Berger, qui était le dernier conjoint, enfin qui était le compagnon d'Yves Saint-Laurent, et l'autre n'était pas autorisé. Et pour autant, cet autre film, bien que non autorisé, a pu être créé parce que la liberté d'expression, la liberté de création n'empêchait pas D'accord. de créer un tel film. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle, elle remet un peu en question la jurisprudence existante que vous avez décrite avec l'utilisation de l'image et de la voix qui est vraiment maintenant, je dirais, possible dans énormément de cas? C'est pas impossible, on peut pas le prédire encore parce qu'encore une fois, il y a toujours un certain nombre d'années entre le moment où un juge est saisi et où il statue. Mais la différence avec l'intelligence artificielle, c'est que le phénomène est massif. C'est qu'on peut créer très Exactement. facilement, très rapidement, énormément de contenu. Il n'est pas impossible que l'exploitation des attributs de la personnalité d'une personne décédée et tous les revenus que ça génère, parce que ça va générer des revenus à la fois pour le fournisseur de l'intelligence artificielle, mais aussi pour ceux qui utilisent et qui créent des sosies, des clones de ces célébrités, il n'est pas impossible que le législateur à un moment se dise il faut que cet argent, ces revenus qui sont générés par l'image d'une personne et sa voix, reviennent peut-être à ses ayants droit plutôt qu'uniquement à ses nouveaux exploitants. Alors parfois, ces créations, ça peut être un usage entre guillemets parodique, hein, juste pour essayer d'avoir un usage comique entre guillemets. Comment distinguer juridiquement l'usage parodique d'une création de type deepfake de son utilisation frauduleuse? Et ben, ça va être très factuel comme appréciation. Les seules contraintes qui sont mises à ce jour dans la création de deepfake, alors on parle dans la loi d'hypertrucage, sont d'informer le destinataire de l'information de l'image. On doit être informé lorsqu'un contenu a été généré par l'intelligence artificielle. D'accord. Alors, peu de doute à avoir sur l'effet que toutes les personnes qui voudront avoir un usage frauduleux de ce deepfake ne satisferont pas cette exigence d'information. Donc la fraude, ça peut être l'escroquerie, la manipulation dans un contexte d'élection, des fraudes financières. Et donc c'est ce qui est fait avec l'intelligence artificielle. Et on reviendra sur des qualifications très classiques d'infraction pénale pour D'accord. déterminer s'il y a eu fraude ou pas. Pour finir, est-ce que vous pensez qu'il faut légiférer spécifiquement sur cette question pour essayer de combler les trous, entre guillemets? Alors, moi, personnellement, non. Pourquoi? Parce que nous, avocats, avons fait face ces dernières années à énormément de nouvelles réglementations. Il y a un règlement sur l'intelligence artificielle qui vient d'être adopté, qui fait une centaine de pages. Il faut avoir confiance en nos juges, il faut donner les moyens à nos juges de statuer, mais il faut pas se dire qu'une loi par anticipation, avant de vraiment prendre la mesure des situations concrètes qui mériteraient d'être traitées par une loi spécifique plutôt que par le droit délictuel standard, le droit de la responsabilité standard, soit nécessaire. Donc, ayons confiance d'abord en la jurisprudence. Ça fait des années que les droits de la personnalité ont été créés sur un texte du Code civil qui remonte à plusieurs dizaines d'années. Jusque-là, ça a fonctionné. Voyons si ce texte peut fonctionner à nouveau. Donc, en d'autres termes, on a l'arsenal juridique à disposition si jamais certains franchissent la ligne en créant des deepfakes qui font des atteintes aux droits. Voilà, exactement. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que l'histoire de l'intelligence artificielle soit l'histoire d'un pillage massif, pillage d'œuvres protégées par le droit d'auteur, pillage de droits de la personnalité de célébrités qui peuvent être leur image, leur voix et qui ont une valeur. Alors si un nécessaire équilibre à trouver entre les revenus qui sont générés et ceux qui devraient en bénéficier est requis, alors là, peut-être que l'intervention du législateur sera nécessaire. On va conclure là-dessus. Stéphanie Fulgog, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet Next Avocat. Tout de suite, on continue Lex Inside. Dans la deuxième partie, on va parler reconnaissance faciale. On poursuit ce Lex Inside, on parle reconnaissance faciale avec Anne Brunon-Hertz, co-directrice de l'ouvrage Reconnaissance faciale, défis techniques, juridiques et éthiques, publié aux éditions Panthéon Assas. Anne Brunon-Hertz, bonjour.
Bonjour, merci de l'invitation. La reconnaissance faciale suscite à la fois fascination et méfiance. Nous allons voir ensemble les défis que pose la reconnaissance faciale, mais tout d'abord, pouvez-vous nous présenter votre ouvrage? Alors, l'ouvrage est issu d'une collaboration dans le cadre d'un colloque qui a été fait à l'université Panthéon-Assas. C'est un ouvrage qui est issu d'un travail de recherche D'accord, initié par l'équipe Law and Humanities. L'intérêt de cet ouvrage, c'est qu'il est pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il convoque des spécialistes de divers champs disciplinaires, comme la science informatique, le droit, la philosophie, la sémiotique, mais aussi les études américaines et la philosophie, ce qui nous permet d'avoir une vision plus complète de cette notion très complexe qu'est la reconnaissance faciale. alors on va rentrer dans le vif du sujet. Quelle est la définition de la reconnaissance faciale et comment ces avatars, comme la surveillance algorithmique, s'en distinguent? La reconnaissance faciale peut être définie comme une technologie informatique qui permet de reconnaître automatiquement une personne à partir de son visage. Et il faut distinguer la reconnaissance faciale d'autres termes qui circulent, tels que vidéosurveillance augmentée ou automatisée ou intelligente. Et dans ce cas-là, l'objectif est uniquement de détecter des événements en temps réel dans l'espace public et non de détecter des visages. D'accord. Alors là, on a bien cerné ce qu'est la reconnaissance faciale, mais pour bien comprendre les enjeux, on va s'intéresser à son fonctionnement. Alors, comment ça fonctionne? Alors, c'est très simple, l'objectif est double. Il s'agit d'identifier et d'authentifier. Identifier, c'est poser la question: «Qui est la personne X?» et authentifier, c'est: «Êtes-vous bien la personne que vous prétendez être?» Il y a 4 étapes. La première étape, il s'agit d'acquérir une image. La deuxième étape, il s'agit d'extraire les caractéristiques, du visage. La troisième étape, ensuite, il faut encoder, cette image avant, dans une quatrième partie ou une quatrième étape, de la comparer à un stock, d'images dans une base de données. Alors, on va s'intéresser aux problématiques juridiques. Quelles sont les questions juridiques soulevées dans l'ouvrage? Alors, il y a 2 problèmes en fait que pose, la reconnaissance faciale. Le premier, c'est que la reconnaissance faciale permet d'être reconnue sans le vouloir, et ensuite elle permet de récupérer des données sur le visage. D'accord. Et ça soulève un certain nombre de questions juridiques qui sont de 2 ordres. La première, c'est la question du consentement, et la deuxième, c'est la question, des droits fondamentaux. Sur la question du consentement, déjà, ces technologies sont qualifiées de silencieuses, parce qu'en fait, elles permettent d'opérer à distance et indépendamment d'une action quelconque de l'individu, qui est ainsi, surveillé. D'accord. Et quand elles sont, déployées dans des lieux, accessibles au public, le problème, c'est que l'individu ne peut pas consentir à leur utilisation et il ne peut pas non plus s'y soustraire. Et donc ça pose effectivement la question du consentement Bien sûr. qui, pour rappel, est effectivement un des fondements qui est prévu pour le traitement des données personnelles, dans, le RGPD. Ensuite, sur la deuxième question, qui est la question, des droits fondamentaux, la singularité, de la reconnaissance faciale, c'est que lorsqu'elle est utilisée dans l'espace public, elle a un effet, dissuasif. C'est-à-dire, qu'elle peut avoir un effet dissuasif dans l'exercice d'un certain nombre de droits fondamentaux qui sont, la liberté d'expression, d'association, d'aller et venir, d'assembler, et ça, bien sûr, ça contrevient, et c'est une restriction inacceptable à un certain nombre de libertés Bien qui sûr. sont protégées au titre d'un certain nombre de textes, dont la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pour ne citer qu'elle. Un autre problème qui en découle aussi, c'est le problème des faux négatifs, c'est-à-dire qu'une personne n'est pas reconnue, donc exposée à des sanctions qui peuvent porter atteinte à sa dignité. Et dans ce cas-là, on est dans des cas de discrimination, et la question des biais algorithmiques, qu'ils soient des biais sexistes et raciaux, est bien documentée. Alors, on voit que les questions juridiques sont nombreuses. Un autre aspect qui est intéressant, ce sont les enjeux liés à cette technologie. Quels sont les enjeux de la réglementation de la reconnaissance faciale? Alors,
Les conditions de mise en œuvre de la reconnaissance faciale s'appuient sur une pratique sociale qui, en France, est renforcée par une obligation légale qui est celle de se déplacer à visage découvert dans l'espace public. Et cette pratique qui est assez couramment partagée, finalement, s'oppose à un cadre réglementaire qui varie énormément d'un pays à l'autre. Alors, c'est assez difficile de détailler ces pratiques, enfin, ces cadres légaux en si peu de temps, mais on peut prendre deux exemples. On peut Bien prendre sûr. l'exemple de l'Union européenne et l'exemple des États-Unis. Alors, sur la question de l'Union européenne, il est relativement intéressant de voir que l'Union européenne est en train de mettre en place un cadre réglementaire sur l'intelligence artificielle qui L'IA s'appelle Act. l'AI Act, oui, tout à fait, et qui interdit l'utilisation de systèmes biométriques à distance, en temps réel, dans des espaces accessibles au public à des fins répressives. Mais cette interdiction est assortie d'un certain nombre d'exceptions, qui sont au nombre de 3. Lorsque la recherche est ciblée et spécifique de victimes. La D'accord. deuxième, c'est la prévention d'une menace spécifique type terroriste. Et la troisième, c'est la localisation ou l'identification d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale. C'est aux États maintenant de préciser les cas dans lesquels ces exceptions vont s'appliquer et ensuite elles seront subordonnées à une autorisation préalable. Sur le cas des États-Unis, alors là, on est dans un paradigme totalement différent parce qu'il n'y a pas de loi fédérale réglementant l'utilisation de la reconnaissance faciale. D'accord. Alors, comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Tout se passe au niveau des États, des comtés ou des villes. Et on dénombre à ce jour environ une vingtaine de lois qui réglementent l'utilisation de la reconnaissance faciale. Ce qui fait que D'accord. finalement, on a un panel très très large qui va de la loi de 2008 de l'État de l'Illinois qui limite l'usage des données biométriques et qui les base sur une nécessité du consentement des individus dont les données sont ainsi collectées. D'accord. Et de l'autre côté du spectre, on va avoir l'État de New York qui utilise la reconnaissance faciale. D'accord. Euh, Donc, on va du tout au tout. Du tout au tout à fait. Alors, si on regarde un peu plus précisément chez les États qui légifèrent sur ces questions-là, on voit qu'il y a un mouvement de balancier qui est assez intéressant. Donc, il y a une première vague d'interdiction qui fait suite aux émeutes qui suivent la mort de George Floyd en mai 2020. D'accord. Parce qu'en fait, les manifestations mettent en avant le fait que la police aurait utilisé ces données collectées, non pas pour prévenir des actes criminels, mais pour contrôler les activités politiques des manifestants. D'accord. Le retour en grâce des technologies de reconnaissance faciale se fait un an plus tard. On est en juin 2021. Et là, c'est les incidents des émeutes du Capitole qui montrent que finalement, la reconnaissance faciale est particulièrement efficace pour reconnaître les émeutiers en se servant bien entendu de la reconnaissance faciale, des images qui sont collectées via les caméras de vidéosurveillance, les vidéos des journalistes et des policiers, mais aussi des images collectées sur les réseaux sociaux. Pour terminer, en quelques mots, quelles sont les alternatives juridiques au cadre que vous venez de décrire? Alors, j'en déclinerai une. Je pense que d'abord, il faut se rendre compte qu'il y a un certain consensus autour de la réglementation de la reconnaissance faciale. Ce consensus, c'est de dire il n'est pas possible d'interdire absolument. Donc le rôle du législateur, finalement, il se limite à mettre en balance les avantages et les risques sociaux de manière à rendre ces technologies acceptables. L'objectif de l'ouvrage, c'était de montrer que peut-être il y a une autre voie qu'on pourrait peut-être explorer, qui est celle de l'anonymat. L'anonymat n'est pas de supprimer ou de cacher l'ensemble des traits caractéristiques d'une personne, mais d'empêcher leur mise en correspondance. Un D'accord. exemple. Et on terminera sur cet exemple. Voilà, lorsque vous avez un échantillon de sang, cet échantillon de sang est labellisé avec un numéro qui vous identifie, mais qui vous identifie dans une sphère spécifique. Et donc finalement, un droit
à l'anonymat serait peut-être une manière de protéger les libertés individuelles. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Et tout de suite, la troisième partie, on va parler beaux commerciaux. On poursuit ce Lex Inside, on va parler beaux commerciaux, mise à disposition de locaux et sous-location avec mon invité Baptiste Roblin, associé fondateur de Novelo. Baptiste Roblin, bonjour. Bonjour. Nous allons nous intéresser à l'interaction entre la mise à disposition de locaux et la sous-location avec le partage de locaux professionnels qu'on connaît bien avec le coworking. On va se demander si ce partage de locaux professionnels peut être considéré comme une forme de sous-location. Avant toute chose, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est une sous-location? Oui, tout à fait. Alors, un contrat de sous-location, c'est un contrat au terme duquel le locataire va mettre à la disposition d'un tiers, qu'on appelle le sous-locataire, la chose ou le local qu'il loue. J'ai coutume de dire que dans une sous-location, on a minimum 2 contrats, 3 parties, c'est-à-dire un contrat de bail principal, un sous-contrat, qu'on appelle le contrat de sous-location, un bailleur, un locataire, un sous-locataire. Alors, en matière de baux commerciaux, il faut savoir que la sous-location est particulièrement restrictive. Il y a un régime qui prévoit que, d'une part, le locataire ne peut pas sous-louer sans avoir obtenu l'accord du bailleur. Et d'autre part, on a un régime correctif qui permet au bailleur, le cas échéant, de solliciter une augmentation de loyer s'il s'avère que le loyer du sous-contrat, de la sous-location, est supérieur au montant du loyer du bail principal. L'idée, c'est que le législateur veut éviter de permettre au locataire, si vous voulez, de se faire un profit sur le dos du bailleur. Et puis, c'est aussi de permettre au bailleur d'avoir une forme de droit de regard sur ce qui se passe sur son local, savoir qui l'occupe de manière effective. Alors, ces dernières années, la mise à disposition de locaux s'est développée, ces systèmes de coworking, de partage d'espaces professionnels. Cette mise à disposition d'espaces de travail professionnels doit-elle être considérée comme de la sous-location? Alors, évidemment, tout dépend de ce qu'on appelle sous-location. Si vous voulez, dans le langage commun, pour un non-juriste, on peut avoir l'impression, si vous demandez à un coworker quel est le contrat qui est le sien, souvent il va vous dire c'est de la sous-location finalement. J'occupe le local au sein d'une entreprise qui a tout un immeuble. Bon. Pour un juriste, on sait de longue date que ce sont deux choses différentes. Et j'allais dire, on n'a pas attendu le développement du coworking pour faire une distinction entre mise à disposition ou encore contrat de prestation de service et sous-location. En réalité, cette distinction, elle existe de longue date. On la voit par exemple en matière de contrat d'hôtellerie. Dans l'hôtellerie, quand vous avez un hôtelier qui accueille des clients, il va leur mettre à disposition une chambre et on voit bien que ce n'est pas une sous-location. Pourquoi? Parce qu'il y a mise à disposition d'un espace, la chambre, mais également fourniture de toute une gamme de services associés, le ménage, Internet, la sécurité, etc. Et donc, dans ce cadre-là, l'obligation, si vous voulez, du prestataire de service, on appelle prestataire de service, c'est pas bailleur, c'est pas simplement de mettre à disposition un local, mais c'est aussi de fournir cette somme de services associés. Donc, c'est pas la même chose. Et si c'était considéré comme étant la même opération, finalement, il faudrait, si je reprends l'exemple de l'hôtelier, qui demande systématiquement l'accord du bailleur pour accueillir un client, et puis le bailleur aurait toujours la possibilité de demander une augmentation de loyer au motif que le prix des chambres est supérieur au prix du loyer. Vous voyez, donc ça reviendrait à permettre au bailleur de cannibaliser d'une certaine manière le fonds de commerce de son exploitant. Donc, de longue date, la jurisprudence nous dit, dès lors que l'objet principal du bail commercial, c'est la mise à disposition de locaux, alors c'est exclusif de la qualification de sous-location. D'accord. Alors, on va revenir justement sur ce que dit précisément la jurisprudence. Pouvez-vous nous dire les tendances jurisprudentielles en la matière sur le coworking et cette qualification de sous-location? Tout à fait. Alors, remarque préliminaire d'abord, ce contentieux autour de la qualification de la distinction entre mise à disposition de locaux et sous-location est né, comme bien souvent, d'une maladresse rédactionnelle dans un bail, puisque, comme je l'avais dit, si le bail prévoit une mise à disposition de locaux, alors c'est forcément exclusif de la qualification de sous-location. Bien sûr. On a un arrêt récent de la Cour de cassation, 27 juin 2024, qui est venu nous rappeler comment est-ce qu'on allait passer de la qualification de l'un à l'autre. En 2024, la Cour de cassation nous dit, en fait, à partir du moment où le prix qui est payé par l'occupant, le sous-locataire, si vous voulez, rémunère non pas simplement une mise à disposition d'espace, mais également toute une gamme de services associés, ménage, internet, etc., alors ce n'est pas de la sous-location, c'est bien de la mise à disposition d'un local, un contrat de prestation de service, si vous voulez. On avait une jurisprudence antérieure en 2002
qui nous disait que les deux critères qu'il fallait regarder, c'était la question de la précarité D'accord. du contrat et également, en sus de la précarité, la question du transfert de la garde. En fait, ce que nous disait la D'accord. Cour de cassation avant, c'est finalement si la garde est transférée à l'occupant, on est bien dans un contrat de sous-location. Et D'accord. inversement, s'il est là de manière précaire, temporaire et qu'il a besoin de demander toujours une forme d'autorisation d'accès, si vous voulez, au locataire, à ce moment-là, c'est un contrat de mise à D'accord. disposition. Ça, c'était un arrêt de 2002. Et là, les critères, quels sont-ils Alors, maintenant? Est-ce que ça a bougé un peu? a priori, en 2024, on comprend que le nouveau critère, ce serait justement l'idée que le prix qui est payé par l'occupant doit rémunérer des services associés D'accord. et pas simplement une mise à disposition d'espace. Et je pense que ce nouveau critère, appelons-le comme ça, est plutôt bienvenu parce que les critères antérieurs qui étaient utilisés dans la jurisprudence en 2002 ne me paraissaient pas tout à fait adaptés à ce type de situation. En fait, quand vous avez un coworking, bah, d'abord, le contrat peut ne pas être précaire. On peut avoir des gens qui Oui, restent en bien sûr. coworking très longtemps, hein, sur des contrats à durée indéfinie. Et puis, cette histoire du transfert de garde aussi est problématique parce que c'est pas parce que vous êtes un coworker, si vous voulez, que vous pouvez pas avoir les clés de votre propre bureau et priver le prestataire de service de l'accès au bureau quand vous l'occupez. Et j'en veux d'ailleurs pour preuve qu'il y a aujourd'hui, par exemple, des cabinets d'avocats qui sont dans des espaces de coworking. Et vous Tout voyez à bien fait. que pour des raisons liées à la confidentialité, par exemple, il ne faut pas permettre au prestataire de service de rentrer comme il le veut Bien sûr. dans le bureau. Et pour autant, ça reste du coworking. Vous voyez, donc on a quand même un transfert de la garde, mais ça reste du coworking parce qu'il y a d'autres services associés. C'est pour ça que cet arrêt de 2024 me paraît bienvenu. Alors, est-ce qu'il faut malgré tout faire adapter le cadre juridique ou finalement ce que nous dit la jurisprudence, puisque ça semble être le cas, c'est satisfaisant? Ben, si vous voulez, quand on regarde le développement massif du coworking ces dernières années, j'aurais tendance à dire qu'a priori, il n'y a pas besoin d'adapter le cadre législatif, puisqu'il n'y a pas de frein particulier. J'aurais plutôt tendance à me poser la question de la manière suivante. Si autant de personnes contournent aujourd'hui le dispositif du statut des baux commerciaux, c'est peut-être que ce dispositif est mal adapté aux nouvelles formes d'activité, du moins à cette forme d'activité dans D'accord. laquelle les prestataires recherchent de la souplesse. Vous voyez, je pense par exemple à la résiliation triennale. Quand vous êtes locataire dans un bail commercial, vous pouvez résilier le contrat tous les 3 ans et c'est pas forcément adapté pour des gens qui recherchent des locaux de manière extrêmement flexible, qui peuvent vouloir changer assez rapidement, etc., etc. Inversement, on pourrait encore se poser la question dans l'autre sens en se disant que du coup, les coworkers évoluent dans une forme de no man's land Far West juridique, hein, puisqu'il n'y a pas de cadre, et donc on pourrait se Bien demander est-ce qu'il sûr. ne faut pas légiférer pour encadrer un petit peu, par exemple pour apporter une petite dose de protection. Je D'accord. pense notamment à la question du loyer qui est très encadré en matière de baux commerciaux, et ça ne l'est pas du tout, du coup, en matière de coworking. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Je rappelle, Baptiste Roblin, que vous êtes associé fondateur de Novelo Avocat. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Be Smart for Change. Restez curieux et informés.